Burkina Faso, 13 personnes au moins ont été tuées dans une attaque d'hommes armés. Des représailles intercommunautaires ont suivi dans le centre-nord du pays. L'Afrique a le regard tourné vers la RDC où se sont déroulées des élections générales dimanche dernier. L'Union africaine souhaite que les résultats officiels soient conformes au vote des Congolais. Le secteur hospitalier est paralysé au Zimbabwe. Le président Emmerson Mnangagwa a dû écourter ses vacances pour tenter de résoudre une grève de médecins. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Burkina Faso. 13 personnes au moins ont été tuées dans une attaque d'hommes armés, mais le drame ne s'est pas arrêté là. Des représailles intercommunautaires ont suivi dans le centre-nord du pays. La scène s'est produite à Yirgou, un village de la commune de Barsalogo, dans le nord du Burkina. D'après une source sécuritaire, sous le couvert de l'anonymat, des individus armés non identifiés ont attaqué le village et tué 6 personnes, dont le chef de village. À en croire un habitant, après le départ des assaillants, des groupes de Morsi, proches du chef de village, ont attaqué un campement de Peul, accusés d'être complices des terroristes. 7 éleveurs Peul ont été lynchés à mort par ces groupes qui ont également incendié leurs cases. Un dispositif de sécurité a été déployé sur les lieux. Le bilan de 13 morts risque de s'aggraver. Une cellule de crise a été mise en place pour ramener tout le monde à la table de discussion et éviter le pire. En effet, les Morsi sont l'ethnie majoritaire au Burkina. Les Peuls sont des éleveurs nomades présents dans toute l'Afrique de l'Ouest qui dénoncent leur assimilation au groupe djihadiste de la région, rejoint par certains membres de leur communauté. Lundi, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays pour contrer la menace terroriste des islamistes armés. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 années à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, elles se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin. Le secteur hospitalier est paralysé au Zimbabwe. Le président Emmerson Mnangagwa a dû donc écourter ses vacances pour tenter de résoudre cette fois-ci une grève des médecins. Des centaines de jeunes médecins dans les hôpitaux publics ont entamé en novembre au Zimbabwe une grève pour obtenir le versement de leur salaire en dollars américains, une augmentation de leur prime de permanence et une amélioration dans l'approvisionnement en médicaments. Le gouvernement avançant être dans l'incapacité de payer les médecins en billets verts, les négociations n'ont toujours pas abouti. Les médecins grévistes sont déterminés à poursuivre leur mouvement. Afin de jouer le rôle de superviseur dans les négociations, le président zimbabwéen a interrompu ses vacances annuelles. En 2009, le Zimbabwe avait été contraint d'abandonner sa devise, le dollar zimbabwéen, au profit du dollar américain. Mais cette solution a montré ses limites. En 2016, devant la fuite des billets verts, les autorités ont introduit des bons notes, sorte d'obligation d'une valeur identique au dollar américain. Là encore, l'opération a échoué. Toute l'Afrique a le regard tourné vers la République démocratique du Congo où se sont déroulées des élections générales dimanche dernier. L'Union africaine souhaite que les résultats officiels soient le reflet et conformes également au vote des Congolais. 80 observateurs ont été mobilisés par l'Union africaine pour suivre et évaluer le processus électoral en RDC. Les élections passées, la mission d'observation électorale de l'Union africaine souhaite fortement que les résultats qui seront proclamés reflètent le vote du peuple congolais. L'organisation estime que les élections présidentielles, législatives et provinciales de dimanche en RDC se sont déroulées dans un climat apaisé et serein, malgré les ingérences et tous les défis organisationnels, politiques et sécuritaires.
Cependant, le dysfonctionnement de la machine à voter, la disponibilité tardive des listes électorales et des formulaires de procès-verbaux de dépouillement et des résultats ont affecté le bon déroulement des opérations dans certains bureaux de vote dans les villes de Kinshasa et Kalemi. L'insuffisance de la sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter, ce qui a eu comme conséquence le ralentissement du rythme de vote. L'assistance de certains électeurs éprouvant des difficultés dans l'utilisation des machines à voter par les membres des bureaux de vote, ce qui constitue une entorse à la procédure et une violation du secret de vote. Malgré les ingérences et tous les défis organisationnels, politiques et sécuritaires, la mission souhaite fortement que les résultats qui seront proclamés soient conformes au vote du peuple congolais. L'Union africaine estime néanmoins que la tenue de ces élections, 3 fois reportées, constitue en soi une première grande victoire du peuple congolais. Les scrutins ont été organisés sur l'ensemble du territoire, hormis Beni, Butembo et Yumbi, où ils ont été reportés officiellement pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Toujours en République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui a déployé 40 000 observateurs pour superviser les élections de dimanche dernier, a reporté à ce jeudi la publication d'un rapport préliminaire d'observation initialement prévu pour ce mercredi. Raison évoquée, la coupure d'Internet dans le pays au lendemain des scrutins. La présentation du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale de la CENCO est reportée pour demain jeudi. L'annonce a été faite par l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO. Il a expliqué que la conférence épiscopale nationale du Congo a voulu prendre un peu de temps étant donné que le travail se fait par téléphone avec la coupure d'Internet. L'Internet a été coupé par les autorités congolaises lundi midi officiellement pour éviter un soulèvement populaire au moment crucial de la centralisation des résultats des élections présidentielles, législatives et provinciales de dimanche. Une situation dénoncée par les grands pays occidentaux qui ont demandé mardi à Kinshasa de débloquer l'accès aux moyens de communication. D'après la Commission électorale nationale indépendante CENI, les résultats provisoires des scrutins seront rendus publics au plus tard dimanche 6 janvier prochain. Lundi, la mission d'observation électorale de la CENCO avait fait part d'anomalies dans le déroulement du dépouillement des résultats de ces élections. L'Église catholique est très engagée sur la scène politique congolaise et le suivi du processus électoral. Mais elle en paie aussi le prix fort. Dans la nuit du dimanche à lundi, le siège de Caritas à Bunia, qui abrite le bureau de la mission d'observation électorale de l'Église catholique dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a été vandalisé par des inconnus toujours non identifiés. À Madagascar, cette fois, une manifestation organisée à Antananarivo, la capitale, pour contester les résultats de l'élection présidentielle proclamée par la commission électorale a été dispersée par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène. Ils étaient des milliers de partisans de Mak Ravalomanana rassemblés à proximité de l'emblématique place centrale du 13 mai. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées à proximité de la place centrale du 13 mai à Antananarivo, quadrillées par les forces de sécurité pour protester contre des fraudes qui auraient émaillé l'élection présidentielle malgache du 19 décembre dernier. Une manifestation interdite de partisans de Mak Ravalomanana, candidat malheureux à cette élection, qui a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Ce n'est pas juste parce que la population réclame justice. C'est la vérité que l'on cherche et voilà ce qu'on reçoit, alors que nous sommes tous malgaches. Ce n'est pas le choix des malgaches qui est sorti. Il y a eu de la corruption à grande échelle. Il y a de l'argent qui a été utilisé alors que les malgaches ne devraient pas être achetés. Il faut vraiment que la vérité sorte, car la population malgache souffre. Tout est corruption ici, que ce soit quand tu passes un examen, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours de la corruption. Faites éclater la vérité. Samedi déjà, des milliers de pro-Ravalomanana étaient descendus dans la rue pour contester les résultats de la présidentielle. Cette manifestation non autorisée s'était cependant déroulée dans le calme.
Selon des résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'ex-chef de l'État malgache Andry Rajoelina a remporté le second tour de la présidentielle avec 55,66% des suffrages, battant son rival Marc Ravalomanana qui a obtenu quant à lui 44,34%. Mais les partisans de l'ancien président Marc Ravalomanana demandent une disqualification d'Andry Rajoelina pour fraude et corruption de la CENI. La Haute Cour constitutionnelle, plus haute instance judiciaire du pays, examine actuellement les requêtes de Marc Ravalomanana et doit rendre son jugement d'ici le milieu de la semaine prochaine. Le président brésilien a pris une mesure polémique dès le premier jour de son mandat. Hier, Bolsonaro place sous la tutelle du ministère de l'Agriculture la démarcation des terres attribuées au peuple autochtone. Ceci par une ordonnance publiée déjà ce mardi soir. L'ordonnance publiée au journal officiel indique que le ministère brésilien de l'Agriculture aura sous sa responsabilité la réforme agraire, la régularisation de la propriété dans les zones rurales et les terres indigènes. Or, l'attribution de ces terres réservées au peuple autochtone était auparavant régulée par la Fondation de l'Indien, organisme public chapeauté jusqu'à présent par le ministère de la Justice. La fondation elle-même devrait voir son fonctionnement profondément bouleversé sous le gouvernement Bolsonaro qui a prévu de la mettre sous tutelle du nouveau ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme. Pour les défenseurs de la cause indienne, ce transfert de compétences dans la démarcation des terres revient à livrer les territoires ancestraux à l'appétit vorace de l'agrobusiness. Hier, Bolsonaro avait également l'intention de fusionner les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, mais a fait machine arrière en raison du tollé provoqué par cette perspective. Des représentants du lobby de l'agrobusiness ont eux-mêmes manifesté leur inquiétude, craignant des sanctions commerciales sur les produits agricoles brésiliens de la part de pays soucieux de la préservation de l'environnement. Je vous le disais il y a un instant, Bolsonaro a signé la promesse constitutionnelle lors de la cérémonie d'investiture au Congrès de Brasilia et Eunicio Oliveira, président du Congrès national brésilien, le déclare officiellement nouveau président du Brésil. Que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal. Avec les pouvoirs que me confère la Constitution fédérale, je déclare président et vice-président de la République fédérative du Brésil, messieurs Jair Messias Bolsonaro et Antonio Hamilton Martins Mourão, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022. Par cette investiture, Jair Bolsonaro vient d'être officiellement déclaré nouveau président du Brésil. L'homme qui a signé la promesse constitutionnelle lors de la cérémonie d'investiture au Congrès de Brasilia vient d'entamer à la tête de la première puissance d'Amérique latine un mandat de 4 ans. Le président Jair Bolsonaro n'a pas déçu les attentes de ses électeurs ce mardi, jour de son investiture, s'affichant contre le politiquement correct, l'idéologie de gauche et promettant de rétablir l'ordre. Félicitations au président Jair Bolsonaro qui vient de faire un super discours d'investiture. Les États-Unis sont avec vous, a tweeté le président américain Donald Trump à l'adresse de Bolsonaro, dont l'arrivée au pouvoir marque un virage à l'extrême droite de la première puissance d'Amérique latine et ouvre une ère de rupture chargée de lourdes incertitudes. Et voilà qui met donc le point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie du programme de SICA.